C'est jusqu'à 9 h sur BFM TV. RMC, à lundi. Bonne fin de semaine. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous-même députée des Yvelines. On va revenir notamment sur les retraites, même si on a l'impression que le temps du foot, vous avez un peu écarté les sujets qui fâcheraient. On va y revenir. Mais d'abord sur le foot. Emmanuel Macron, qui était donc au Qatar pour la demi-finale, qui retournera dimanche pour la finale, et qui a félicité le Qatar. Vous aussi, vous dites bravo au Qatar pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que le Qatar aurait dû pouvoir organiser cette Coupe du Monde? Je pense que la réponse est non. Est-ce que c'est nous qui avons attribué cette Coupe du Monde au Qatar? La réponse est toujours non et de manière claire. C'est pas la France d'ailleurs qui a statué, vous le savez bien. Est-ce que pour autant c'est légitime que le président de la République s'y rende à partir du moment où la France est en demi-finale puis en finale? La réponse est oui, parce que être présent là-bas, c'est soutenir notre équipe de France. Je crois que les Français, c'est d'abord ça qu'ils font d'ailleurs. Quand ils regardent un match, ils ne sont pas là pour soutenir le pays qui organise, ils sont là uniquement pour soutenir leur équipe nationale et être fiers de leur équipe nationale. Qu'ils s'y rendent, encore une fois, c'est pas tellement là-dessus que je vous interroge. C'est sur peut-être la question du zèle. Est-ce qu'il fallait aller jusqu'à féliciter les Qataris pour l'organisation? L'organisation en elle-même, c'est-à-dire la sécurité sur place de nos supporters, la sécurité de nos équipes, heureusement que les choses se passent bien. Heureusement que là-dessus c'est exemplaire. Est-ce que ça empêche de dire ce qui s'est passé pour permettre que cette Coupe du Monde existe? Est-ce que ça empêche de dénoncer le scandale invraisemblable qui s'est passé au Parlement européen, donner le sentiment que des élus seraient corruptibles, seraient achetables, parce que c'est ça qui s'est passé, qui montre aussi quand même aussi qu'on peut avoir des enquêtes libres qui existent sur ce sujet, et heureusement. Mais dans ce contexte, il y a presque quelque chose qui relativise. Je voudrais que vous écoutiez les mots d'Emmanuel Macron. Ah mais moi j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie, et je suis derrière eux au Qatar, parce que je suis derrière l'équipe de France, et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout, et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux. Et il ajoute, lorsqu'il était sur place, le Qatar organise très bien cette coupe. Sur les couleurs LGBT bannies, il y a plein de choses qu'on doit continuer à régler, mais plein de pays où il faut régler les choses. Mais est-ce qu'il a tort quand il dit ça? Je crois pas. Est-ce que la ministre des Sports d'ailleurs a porté les couleurs LGBT quand elle-même s'est rendue au Qatar? La réponence est oui. Donc moi je crois que la France les couleurs LGBT. Oui, mais il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est un pull extrêmement à la mode, qui est un pub de la marque Future. Vous en avez même peut-être un. Pratiquement toutes les Parisiennes en ont. Et certes, elle l'a mis et ça a permis de dire qu'il y avait un arc-en-ciel. Enfin, faut pas non plus dire que c'est un brassard, quoi. S'il ne l'avait pas fait, vous m'auriez dit la France n'a fait aucun geste sur cette question-là. La France l'a fait. Je pense que c'est important. Encore une fois, moi je me réjouis que la France évidemment soit en finale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, qu'on désapprouve ou pas que ce soit au Qatar, et je fais partie de ceux qui désapprouvent le fait que ça a été organisé au Qatar. Ce qui compte, c'est qu'on est en finale. Ce qui compte, c'est d'être fier de notre équipe. Je m'arrête un instant sur cette histoire de pull quand même, parce qu'on a vu toutes ces images. Je suis d'accord. Enfin, c'est un pull cachemire très cher qu'on achète à Paris, qui est hyper à la mode depuis 2 ans. Et ensuite dire, elle a porté les couleurs LGBT, c'est pas un brassard. Elle a exagéré quand même. eu un geste qui me paraissait essentiel pour rappeler ce que sont nos valeurs. Encore une fois, est-ce que la victoire que j'espère ardemment, comme vous, comme à mon avis tous les Français, pleinement, y a aucun doute, doit ou non exonérer le Qatar de ce qui s'est passé? La réponse est non. La réponse est non. Et j'espère que sur les potentielles attributions qui pourraient exister demain, on réfléchira, et surtout celles et ceux qui sont en responsabilité réfléchiront 2 fois à l'image que ça renvoie. On fera comment d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des leçons qui ont commencé à être tirées? Est-ce qu'il pourrait y avoir des consultations plus grandes, y compris des droits de l'homme? Comment seront attribuées les prochaines Coupes du Monde? Est-ce qu'il y a des règles qui ont changé? Est-ce que vous demandez à ce que ces règles changent? Aujourd'hui, vous savez bien que c'est pas les pays eux-mêmes qui sont décisionnaires et qui attribuent ici la Coupe du Monde, ici les Jeux Olympiques. Ce sont des comités qui sont indépendants, ce qui est normal vis-à-vis des différents États qui peuvent candidater. La question, c'est quels sont les critères qu'on y met. Est-ce que les critères, c'est juste des critères de réception, j'allais dire, de capacité d'accueil? Ou est-ce qu'à un moment, on y met aussi des critères en matière justement de droits de l'homme? Et vraisemblablement, je pense que personne ne peut nier que le fait que ça a été organisé au Qatar bafoue un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres, qui sont absolument essentielles et qui ne doivent pas faire oublier les 6500 personnes qui sont décédées pour que cette Coupe du Monde ait pu être organisée dans ces conditions-là, qu'on ne doit pas oublier les questions aussi climatiques qui sont posées. Le fait que la Coupe du Monde ait lieu et que la finale ait lieu au mois de décembre a quand même été fait
justement pour le Qatar, ce qui a posé d'ailleurs beaucoup de difficultés à un certain nombre d'équipes, y compris à nos équipes en organisation foot du et calendrier. Maintenant, moi, ce que je retiens et ce que les Français vont retenir, c'est quoi? C'est deux choses. Un, la France est en finale. On espère évidemment que la France gagne, ça fera du bien à notre pays et je crois qu'on en a besoin dans un moment qui est un moment aussi qui peut être difficile pour un certain nombre de Français, mais je crois qu'on doit aussi en retenir des enseignements diplomatiques et politiques pour faire en sorte évidemment que les droits de l'homme soient partout respectés, que la voix de la France sur ce sujet soit entendue. Aurore Bergé, ce moment justement de parenthèse un peu enchanté, vous ne vouliez pas le gâcher, on le sent bien, et les retraites, le projet de loi des retraites qui devait être présenté cette semaine, vous vous êtes dit on va mettre ça en janvier. Alors par principe, vous savez, j'ai jamais envie qu'on gâche la fête des Français et qu'on gâche le Noël des Français. Donc ça n'a jamais été un objectif de vie, évidemment. Ça vous plaît que ce soit repoussé? De toute façon, vous n'étiez pas forcément pour que ça soit présenté dès le mois de décembre. Mais je crois que les Français, ils ont tous retenu probablement une chose principale de notre campagne présidentielle, c'est que nous allions mener la réforme des retraites. La question, c'est de dire pourquoi nous le faisons et pourquoi nous avons la détermination de mener à bien cette réforme. On le fait pourquoi? Pour une raison simple, c'est que si aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir le courage politique de la faire, alors on met en péril à la fois les pensions de retraite actuelles de nos retraités, on met en péril les droits nouveaux qu'on veut créer pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour les femmes notamment, dont on sait qu'elles ont des carrières qui sont régulièrement interrompues, pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qui aujourd'hui n'ont pas une retraite digne. Ça, c'est très clair, c'est déterminé et on ne lâchera pas sur la capacité à mener à bien cette réforme. Donc c'est repoussé, mais pour mieux sauter. C'est pas repoussé pour une raison simple. C'est que nous, à l'Assemblée nationale, on examinera cette réforme exactement dans le même délai, dans le même calendrier, dans le même timing. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que cette réforme, elle soit mise en application à l'été 2023. C'est ça notre objectif. Donc après, je crois que les Français ont très bien entendu que nous allions mener cette réforme. Ils ont vu aussi qu'à un moment, on continuait à vouloir être dans le dialogue, dans le compromis, et tout ça n'était pas factice. Que Olivier Dussopt, qu'Elisabeth Borne, à force de recevoir, de dialoguer avec les partenaires sociaux, il y a aussi des choses qui avancent sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues, et c'est aussi ça qu'on a mis en avant. Pour autant, mais on va y revenir, vous n'avez pas vraiment convaincu les partenaires sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais sur la question du dialogue, est-ce que vous irez jusqu'à dialoguer le plus longtemps possible et le plus démocratiquement possible avec les oppositions? C'est la question, voire même l'engagement que vous demande Fabien Roussel du Parti communiste. Écoutez. Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne. Je le dis ici. Je lui fais une demande. C'est qu'elle n'utilise pas le 49.3 pour faire passer cette réforme. Que répondez-vous? Mais que je ne peux pas parler à la place des oppositions et qu'à partir du moment où je ne sais pas quels sont les projets alternatifs des oppositions, parce qu'aujourd'hui, on a par exemple autant de projets de réforme des retraites à droite que de députés de droite à l'Assemblée nationale. Donc quel est le projet que propose aujourd'hui la droite aux Français? Est-ce que c'est le projet qu'ils ont porté pendant la présidentielle? Auquel cas, ils voteront la réforme que nous proposons. Est-ce que la gauche est prête à voter avec nous une réforme qui va permettre de faire avancer encore une fois des droits sociaux, de créer des droits sociaux nouveaux, de créer plus de justice sociale dans notre pays? Mais je peux pas par avance dire si vous n'arrivez pas, qu'on n'utilisera pas le 49.3. Moi, je suis honnête avec vous ce matin. Mais ce serait pas un échec pour vous d'utiliser le 49.3 sur une réforme comme les retraites? Mais la seule question qui doit se poser, c'est est-ce que cette réforme, elle est nécessaire ou pas? C'est ça la question qu'on pose. Mais je veux dire, si vous n'arrivez pas à si la réforme est nécessaire, une poignée de députés qu'il vous manque pour avoir cette majorité, ce serait quand même un échec. Est-ce que vous passerez en force sur une réforme comme les retraites? Il faut arrêter en permanence de parler de passage en force parce qu'on utiliserait encore une fois un outil qui est un outil constitutionnel qui existait avant nous. Et vous savez quoi? Qui sera utilisé après nous. Et je pense que celles et ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, dans la même configuration, à mon avis, seraient les premiers à dire exactement les mêmes mots que ceux que j'emploie ce matin. Donc à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Est-ce que oui ou non, on veut mener cette réforme des retraites? Est-ce que oui ou non, on a des partenaires, y compris des partenaires politiques qui peuvent être des adversaires sur d'autres sujets, qui sont prêts à la voter ou pas? Est-ce qu'on a des partis de gouvernement encore à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, on a la gauche. La gauche, elle a voté une réforme des retraites, fameuse réforme Touraine. Elle a augmenté la durée de cotisation dans notre pays. Les mêmes vont nous dire qu'il ne faut pas faire de réforme? Les mêmes vont nous dire qu'il n'y a pas de difficulté sur le financement des retraites? Où est leur cohérence sur ce sujet-là? Et on a encore une fois la droite qui, depuis des années qu'elle est dans l'opposition, dit il y a une réforme majeure à mener, c'est la réforme des retraites. Vous et là, trouvez nous qu'il dirait serait incohérent que la droite ne vous soutienne pas sur la réforme des retraites? Et la gauche, encore une fois, moi je pense Quelle que cette gauche? réforme, notamment le Parti socialiste qui a lui-même, encore une fois,
porter. Après, toute et la voter question, la c'est réforme aussi des où est-ce que retraites. vous allez mettre le curseur, c'est-à-dire Et ça, c'est le débat 65 ou parlementaire. 64. Mais ça, c'est le débat parlementaire qui doit pouvoir le définir. On ne sert pas à rien, nous, à l'Assemblée nationale. Le Parlement, ça ne sert pas à rien. Il y a d'un côté le dialogue avec les partenaires sociaux, parce qu'ils sont évidemment les premiers concernés par la concertation. Et cette concertation, elle a eu lieu et elle a encore lieu. Et puis, il y a évidemment ce que nous faisons à l'Assemblée nationale et ce que le Sénat fait. Et ce débat parlementaire, il est utile entre la copie qui arrive et la copie qui sort. Vous savez bien que ça n'est pas la même, et heureusement. Donc, donc vous accepterez que ce texte, il évolue. Vous n'êtes pas figé sur les 65 ans. Mais moi, je suis figée sur une seule chose, c'est que cette réforme se fasse et que cette réforme permette et l'équilibre du C'est quand même un système. début de souplesse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, le chiffre de 65 ans n'est pas gravé dans le marbre, et vous vous dites pourquoi pas à la fin 64 voire 63. Est-ce que par contre, est-ce qu'il y a un, Ah, mais je suis pas est-ce qu'il y a un marchande plancher? Je suis pas marchande de Est-ce qu'il y a un tapis. plancher? Je suis désolée, je suis pas là Non, pour mais dire. je veux dire, je te prends il va y avoir des 63 ou négociations. 64, ça se passe pas Est-ce que comme vous ça. vous êtes dit bon voilà, on se dit on vise 65, mais on peut aller jusqu'à 63? Il y a des critères. Il y a des critères sur ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut pas accepter. Encore une fois, il faut à la fois garantir l'équilibre, c'est-à-dire se dire, une fois que nous aurons réussi à faire voter cette réforme, jusqu'en 2030, nous aurons réussi à garantir l'équilibre du système. Ça veut dire garantir le financement des retraites pour celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités et qui vont évidemment partir à la retraite jusqu'en 2030. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et encore une fois, j'insiste, parce qu'on insiste moins là-dessus, la question des droits sociaux nouveaux. Le fait qu'encore une fois, personne ne puisse partir à la retraite avec un minimum de retraite qui ne lui permette pas de vivre alors qu'il a travaillé tout au long de sa vie. Relever le minimum, Ça, c'est absolument le minimum essentiel. des pensions. Mais on est bien d'accord ce matin, vous ne dites pas, nous n'utiliserons pas le 49.3 sur cette réforme. Mais ce serait mentir que de vous dire par principe qu'on l'écarte. Moi, j'espère qu'on n'est pas à l'utiliser. Je le redis, on a aujourd'hui une majorité de textes, hors le texte du budget, qui a réussi à être adopté sans 49.3. En vérité, tous les autres textes, que ce soit sur les questions de sécurité intérieure, que ce soit sur les questions de pouvoir d'achat, nous avons réussi de manière systématique à trouver des compromis. Pourquoi on n'y arriverait pas sur ce sujet, alors qu'en vérité, tous les Français savent aujourd'hui pertinemment que cette réforme doit se faire. En ce moment même, Aurore Berger, il y a cette discussion sur le projet de loi sur les énergies renouvelables. Vous pensez que vous allez réussir à faire passer ce projet-là avec une sorte de compromis avec d'autres députés, des députés qui ne sont pas dans votre groupe? Oui, et c'est ce qu'on a fait tout au long de l'examen de ce texte. Nous avons accepté énormément de propositions qui venaient notamment des écologistes, des socialistes. Donc je crois que oui, on a À la la fin, capacité. vous pensez qu'ils vont Le voter? rendez-vous pour eux, en vérité, c'est un rendez-vous qu'on leur donne à eux. À partir du moment où on a fait la démonstration tout au long de l'examen de ce texte, qu'on était prêt à accepter leurs propositions, qu'on était prêt à écouter, à dialoguer. Le compromis, c'est que chacun arrive à faire un pas vers l'autre. C'est pas que chacun soit figé sur ses positions. Donc le 10 janvier, nous aurons le vote sur ce texte et j'espère que les oppositions accepteront, pour certaines d'entre elles, de le voter. Pourquoi est-ce que cette nuit, vous avez supprimé du projet de loi le principe de ristourne sur l'énergie pour les particuliers qui installent les panneaux solaires? C'était très important depuis le début des installations de panneaux solaires chez les particuliers qu'ils aient une ristourne sur la facture. Pourquoi vous l'enlevez? C'était une demande, justement, ça fait partie de ces fameux compromis dont vous parlez, c'est-à-dire à un moment on ne peut pas avoir une copie uniquement figée, sinon on n'arrive pas à aboutir sur un compromis. C'est aussi une question sur le prix de vente après de l'électricité notamment, qui se posait. C'est aussi des effets d'aubaine qui pouvaient exister, qui pouvaient favoriser certaines catégories de Français au détriment d'autres. Moi je pense qu'il faut être plus juste dans la manière Ça avec favorise laquelle... qui, les propriétaires? Je pense qu'il faut être surtout plus juste dans la manière avec laquelle on accompagne ceux qui les ont Français. installé des panneaux solaires sur leur toit aussi, parce qu'évidemment, ils y gagnaient. Ça, c'est Mais fini. ils y gagnent en termes énergétiques de manière absolument évidente. C'est-à-dire c'est un investissement qui leur permet progressivement de baisser évidemment leurs factures. Mais il n'y aura pas de Et ça, ristourne. je pense que... Il y aura plus de Mais ristourne. peut-être, vous savez, il y aura encore un ultime dialogue qui existera entre l'Assemblée et le Sénat pour arriver à une copie finale cohérente et commune entre nos deux assemblées. Donc peut-être que ça peut encore évoluer. Moi, ce que je pense, c'est surtout qu'il faut accélérer sur les enjeux de rénovation énergétique. On a mis en place MaPrimeRénov'. Il faut aller plus loin. Il faut que Est-ce que vous allez plus maintenir simple le droit d'usage, de veto notamment. des maires sur les éoliennes, par exemple? Alors c'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte. Par contre, évidemment, les maires doivent être les premiers à dire ce Oui, qui mais dans doit les pouvoir compromis, la exister. droite le demandait, celui-là. Mais les maires le demandent pas. Les maires eux-mêmes. Non, mais la droite, si vous voulez qu'ils Très bien, votent, mais- vous disiez tout à l'heure, il faut faire des compromis. J'entends, mais à partir du moment où là on donnerait un pouvoir nouveau aux maires, peut-être qu'il faut écouter les maires. Eux-mêmes nous disent, nous ne voulons pas de ce droit de veto. Nous voulons par contre être évidemment consultés sur les projets qui existent sur notre territoire. Et ça, c'est ce Donc que ils nous sont avons mis dans la consultés loi. davantage. Bien sûr. Et c'est ce que nous avons mis dans la loi. Mais eux-mêmes nous disent, nous ne voulons pas de ce droit de veto. Parce que sinon, vous le savez bien, le risque c'est quoi? Le risque c'est que vous ayez pétition sur pétition et qu'à la fin, les énergies renouvelables n'existent plus. Qu'est-ce qui demain défigurera potentiellement notre pays? Ce qui défigurerait notre pays, c'est qu'on n'ait plus la capacité à avoir autant d'agriculteurs que nous avons aujourd'hui. C'est que nos paysages soient
profondément défiguré par le dérèglement climatique. C'est qu'on est, comme cet été en Gironde, des feux de forêt invraisemblables qui tuent notre forêt. Ça, c'est l'impact du dérèglement climatique, bien plus qu'une éolienne. Aurore Bergé, vous êtes présidente d'un groupe à l'Assemblée, le groupe Renaissance. Si Adrien Quatennens était député chez vous, est-ce qu'il aurait le droit de revenir dans 4 mois? Déjà, il aurait été exclu. Exclu du groupe, purement Exclu et simplement, du groupe. pas exclu juste 4 mois. Non, pas exclu jusqu'à D'accord. 4 mois. Parce que je pense qu'il y a un juge de paix et un seul, qui s'appelle la vérité judiciaire. Et la vérité judiciaire, elle a dit quoi? Elle a dit qu'Adrien Quatennens avait été condamné et avait été reconnu coupable de violence conjugale. Et depuis le début de cette affaire, et ce qui était invraisemblable dans l'interview qu'il a osé donner le jour même de sa condamnation, il vient sur un plateau de télévision sur ce En sujet. l'occurrence sur BFM TV face à Le jour même de sa condamnation. On dit depuis des dizaines d'années, avec les associations qui s'engagent auprès des femmes victimes de violences, depuis des dizaines d'années, nous devons vous accompagner sur une seule voie, sur un seul chemin, qui est la capacité que vous avez à porter plainte pour que la justice puisse délibérer et que la justice dise quelle est la vérité. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Et ce jour-là, lui, il l'a choisi pour tenter une réhabilitation invraisemblable. C'est lui qui est coupable. C'est pas son épouse. Damien Abad, Il a toujours passé- membre de il a votre groupe, passé- ça non, mais vous attendez, dérange pas? il a passé une heure sur votre antenne à expliquer qu'il était la victime d'un acharnement, qu'il Non, était je la vous sens victime très choquée. d'un lâchage. Mais je pense Ouais. que ça, et j'espère que ça choque, parce que moi j'ai entendu des choses qui sont invraisemblables. J'ai entendu, y compris d'ailleurs dans nos entourages, gens dire mais après tout c'est pas si grave, c'est qu'une gifle. Mais ça commence par une gifle, la violence conjugale. Et qu'est-ce que disent les femmes qui ont été victimes de violences conjugales? C'est dès le premier coup, partez. Dès le premier coup, portez plainte. Et si aujourd'hui, alors qu'encore une fois, la justice a statué qu'il a 4 mois de prison avec sursis, ce qui n'est pas rien quand même par rapport au geste qu'il a commis, eh bien les victimes ont l'impression qu'il peut en une heure comme ça de plateau télévisé être réhabilité, qu'il peut revenir sans encombre, sans dégâts à l'Assemblée nationale pour représenter donc l'ensemble des Français, y compris les femmes. Alors je pense qu'on envoie un message qui est totalement contre-productif à toutes celles qui aujourd'hui sont les victimes. Je vous repose la question, Aurore Bergé. Damien Abad avait été exclu du gouvernement. Il est toujours à l'Assemblée. Il est toujours apparenté Renaissance. Vous n'avez pas de malaise vis-à-vis de ça? Mais moi, je m'en tiens à une seule ligne. Et c'est la seule ligne qui peut exister dans une démocratie. C'est la vérité judiciaire. C'est pas la ligne qui a été retenue C'est la pour la vérité question de son appartenance ou non au judiciaire. gouvernement. On a considéré qu'il ne pouvait Moi, plus être je suis ministre. présidente de groupe. En revanche, il peut toujours être dans le groupe. Moi, C'est je ça suis- ma question. Moi, je suis présidente de groupe, Apolline de Malherbe. Hmm. Je suis présidente de groupe. Moi, ce que j'ai dit très Donc clairement... vous, la règle maintenant, c'est un Mais jugement. moi, j'ai jamais changé sur cette règle-là parce que c'est la seule règle qui, à mon avis, peut tenir. Et vous le savez très bien, quand parfois des hommes ou des femmes politiques, quelle que soit d'ailleurs la nature du sujet, ont dû quitter leur fonction gouvernementale parce qu'il y avait une enquête en cours, c'est notamment parce qu'ils n'étaient plus en capacité finalement d'exercer la mission qui était la leur parce que Mais tout par les contre, ramenait, député, oui. parce que tout les ramenait à cette affaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la justice et que cette justice doit pouvoir exercer de manière totalement libre et indépendante et que la moindre personne qui, dans mon groupe, serait condamnée pour des violences sexuelles, pour des violences sexistes, pour des faits de violences conjugales, n'y aura plus jamais sa place. Et que si jamais une femme venait me trouver pour me dire qu'elle est victime, alors je ferai un signalement au procureur de la République pour la protéger et pour potentiellement protéger toutes les autres. Aurore Bergé, comment ils font ceux qui vivent dans votre circonscription pour aller travailler en ce moment? Je donne un exemple. Ce matin, le train entre Montigny-le-Bretonneux, à côté de Trappes, et La Défense, il y en a 3 sur 4 qui sont annulés. Il y en a plus que 1 sur 4 qui est en circulation. Ça, c'est ce matin dans votre circonscription. On fait comment? Ils galèrent puisque pour les trains, par exemple, pour Rambouillet, notamment, qui est au cœur de ma circonscription, il y en a un vers 14h pour faire Rambouillet-Paris. Et puis ce matin, il n'y en avait quasiment pas. Donc ça, c'est malheureusement le quotidien de ce qui se passe aujourd'hui du fait d'un certain nombre de difficultés que rencontrent au quotidien, en particulier les Franciliens. Mais comment ils font pour aller travailler dans un Donc, moment où vous dites il faut viser le Mais plein ils n'ont pas emploi? d'autre choix Un des que de gros prendre problèmes, leur c'est le voiture, transport pour aller de travailler. prendre leur voiture parce qu'en général, malheureusement, ceux qui habitent en grande couronne, ceux qui sont à l'extérieur en Mais général ça devrait de pas nos être ça la métropoles, priorité en ce moment. bien sûr que si que c'est la priorité. Mais je me retourne Quand vous aussi vers regardez les trains celles de et ceux... Limoges, quand vous regardez les trains, la ligne Orléans-Paris, il n'y a plus de train là depuis 2 jours. Non mais j'ai totalement conscience et des je vous difficultés parle pas du métro, rencontrées et des difficultés rencontrées et encore une fois du message contre-productif que ça peut envoyer. Je peux pas vous dire autre Vous chose êtes en ce train de faire matin. la loi sur les énergies Je vais vous dire renouvelables autre à chose. l'Assemblée C'est une et dans loi- le même temps, vous nous c'est dites une à ce loi- micro, il faut qu'ils prennent la voiture. Non mais c'est une loi qui permet justement d'accélérer sur le développement des énergies renouvelables. Après, vous savez, quand il y a des mouvements de grève qui existent, moi je Mais considère là, c'est pas de la que grève. celles et ceux qui voudraient une nouvelle fois, cheminots notamment,
bloquer les Français, les empêcher de partir en vacances, ce serait clairement la grève de trop à Noël, mais en si jamais c'était le cas. Mais en Et l'occurrence, qu'après, Aurore Berger, il y a le problème de la règle, il y a des de la investissements, grève, mais là c'est des problèmes il y a des d'investissement. investissements que la région Île-de-France... Et probablement de les avoir un peu abandonnés quand même. Après, vous dites qu'ils sont abandonnés dans ces territoires. Madame Pécresse avait fait un seul engagement de campagne. Mais c'est toujours la faute des autres. Ah non, mais c'est pas toujours la faute des autres. Quand j'interroge Valérie Pécresse, elle me dit que c'est la faute du gouvernement, et quand j'interroge le gouvernement, on me dit que c'est la faute de Valérie Pécresse ou d'Anne Hidalgo. Alors attendez, je veux dire quelque chose. Les habitants sur ma circonscription, ils s'en fichent complètement de savoir si c'est la faute d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo, ils veulent juste des trains. Ils veulent juste que des trains fonctionnent, arrivent à l'heure, soient propres et soient sécurisés. Ça, c'est clair. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a redonné 200 millions d'euros à Madame Pécresse, à la région Île-de-France, pour qu'elle essaye d'avoir des trains qui arrivent à l'heure. Je lui demande juste de faire en sorte que ça puisse être le cas, qu'elle se défausse pas, elle, en permanence. C'est-à-dire, on peut pas avoir des collectivités locales qui disent on veut plus de pouvoir, on veut plus de prérogatives, on veut plus de compétences. Quand ils les ont, dire bah non, franchement, là sur ce sujet, on va quand même se retourner vers l'État parce que c'est pas notre faute. Aujourd'hui, Mme Pécresse, elle a besoin de 200 millions d'euros. Pourquoi ? Pour boucler son budget et même pas pour investir. Même pas pour investir, uniquement pour que ça fonctionne. Et toutes celles et ceux qui prennent les transports en Ile-de-France savent très bien que ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Donc moi, je leur dis aussi, rendez-vous pour des élections régionales pour faire en sorte qu'à un moment, la compétence clé de la région... n'est jamais très loin. Non, la politique n'est jamais très loin, mais regardez le scandale qui s'est passé sur les lycées, regardez l'état du lycée d'Aulnay, la manière avec laquelle des gamins doivent étudier aujourd'hui, parce qu'à un moment, la région Île-de-France n'a pas franchement envie d'investir. Que ce soit la région ou l'État, les services publics, en effet, se dégradent, et c'est le constat aujourd'hui. Aurore Berger, les services publics qui se dégradent. Non, je suis désolée. La santé... Bon, pardon, on a plus le temps, il est 8h54, mais Aurore Berger, vous ne pouvez pas juste dire que c'est le problème de l'Île-de-France, parce que dans ces cas-là, je vais vous donner d'autres exemples, d'autres régions, et c'est pas toujours la faute. Là ce matin, parce qu'il se trouve que je suis députée d'Île-de-France et des Yvelines. Donc je réponds sur ce sujet-là. Non, les services publics dans notre pays ne se dégradent pas. Les services publics dans notre pays, on investit massivement. On n'a jamais autant investi sur l'hôpital public notamment. Dites-le, et les Français jugeront. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Merci Apolline de Malherbe.